Bien, bonjour à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation sur cette journée, sur cette question, quelle complémentarité entre protéines végétales et animales en restauration collective. Donc on va démarrer notre rencontre à l'heure pour pouvoir donner la place aux paroles d'experts, aux témoignages et surtout, dans un deuxième temps, au débat avec vous. Rapidement, une introduction. Donc, Christiane Carle, présidente du Pays d'Hauts-de-Provence, qui va introduire cette matinée. Et je dirai également quelques mots avant de passer la parole à Philippe Courbon. Christiane Carle. Merci Albert. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue à tous. Bienvenue de la part de notre député maire, Christophe Castaner, qui n'a pu être des nôtres aujourd'hui, mais qui néanmoins suit ce programme, ce projet avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Et bienvenue, bien sûr, au nom du Pays de Haute-Provence. Alors, simplement en quelques instants, replacer donc cette journée dans un cadre plus large, qui est le cadre du programme REGAL, Réseau de gouvernance alimentaire locale, porté donc depuis quelques années par le Pays de Haute-Provence. En fait, ce programme est parti d'un constat, j'allais dire, et d'une volonté. Le constat, c'est que nous avons l'immense chance d'habiter un département qui est riche, très riche de sa diversité agricole, ce qui induit bien sûr une production fruitière sur le Val de Durance, un maraîchage et légumes en plein champ entre Manosque et Forcalquier, du blé dur sur le plateau de Valençol, des agneaux à Sisteron, une production laitière et fromagère de qualité, et même un élevage bovin de montagne. Alors par rapport à ce constat, d'une offre donc exceptionnelle agricole. Il y avait une volonté forte qui était que nos enfants et la santé de nos enfants profitent de la qualité de ces produits locaux. Cette volonté, elle est aussi que nos agriculteurs, et par là même la qualité des produits qu'ils produisent, que leur travail soit reconnu par tous, et qu'il soit valorisé, ne serait-ce qu'économiquement. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une initiative du Pays de Haute-Provence qui remonte à l'année 2009, et le Pays de Haute-Provence a été rejoint très très vite par le conseil départemental et son unité de préparation culinaire. Sachez qu'au travers de cette unité de préparation, 3700 repas sont livrés à 9 collèges tous les jours. Et puis, par le conseil régional, au travers donc des lycées du territoire. L'idée, c'était, au-delà de l'objectif principal, c'était de construire une véritable politique de cohérence territoriale sur ce territoire, une dynamique qui mobilisait donc tous les acteurs concernés, que ce soit les élus, les établissements scolaires, les chefs de cuisine, les gestionnaires, les convives, les parents d'élèves, autour d'une ambition commune, celle de favoriser une restauration scolaire de qualité, de proximité, qui valorise une agriculture durable et locale. Alors simplement, je voudrais que soient remerciés aujourd'hui pour leur investissement, et ce sont les premiers, les chefs de cuisine, les gestionnaires et responsables d'établissements et les agriculteurs partenaires, sans qui rien n'aurait été possible et qui ont su bousculer leurs habitudes de travail pour s'inscrire dans une dynamique de changement et renouer le lien entre agriculture, alimentation et territoire. La trace est maintenant faite, puisque maintenant, ça fait quand même quelques années que nous y travaillons. Il nous faut maintenant continuer à travailler ensemble, à avancer ensemble. Accepter aussi que le projet se construise pas à pas. On ne peut pas aller plus vite, il ne faut pas aller plus vite, dans la concertation, afin d'innover et continuer à inventer un véritable projet de territoire. Je vous remercie. Alors, quelques éléments plus techniques sur REGAL. Bon, la plupart des gens connaissent le dispositif REGAL, mais pas tout le monde, parce qu'il y a des gens, je crois, qui viennent de Marseille, enfin des Bouches-du-Rhône, du Var. Alors, quelques éléments. Donc, réseau de gouvernance alimentaire, on a 2 axes de travail. Le premier axe de travail, ça a été de rapprocher l'offre et la demande sur ce territoire en trouvant les bonnes solutions logistiques. Sachant qu'on avait d'un côté des acteurs qui vivaient sur ce territoire, des chefs de cuisine, des producteurs, mais ces acteurs ne se connaissaient pas.
des chefs de cuisine qui ne connaissaient pas forcément l'offre agricole présente sur ce territoire. Donc tout le travail du Pays de Haute-Provence a été un peu un travail de médiation, de faire en sorte que ces acteurs se rencontrent et apprennent à travailler ensemble. Un élément également, Christian l'a évoqué, on a évoqué le terme d'agriculture durable et locale, c'est-à-dire qu'on valorise effectivement la production bio quand c'est possible, mais pas uniquement. On prend l'agriculture dans toute sa pluralité, dans le cadre de Régal. Alors, en résultat, on est actuellement avec une trentaine d'entreprises agricoles et agroalimentaires qui fournissent sur un panel de produits représentatif du bassin de production, en fruits, en légumes, en céréales, enfin, Christian Kahl en a parlé. 8 lycées, 9 collèges qui sont desservis par l'unité de préparation culinaire, 3 collèges qui sont en gestion directe, une vingtaine d'écoles primaires par le biais de l'entreprise de restauration collective Loujas, qui est une entreprise adaptée, et un certain nombre d'autres écoles primaires qui sont en gestion directe. Donc premier axe de travail, c'était de rapprocher l'offre et la demande. On s'est rapidement aperçu que lorsque l'on avait des produits agricoles de proximité dans les assiettes, ça nécessitait également d'accompagner, et notamment d'accompagner les changements de pratiques. Changements de pratiques à tous les niveaux, et auprès des agriculteurs comme des chefs de cuisine et des gestionnaires. Et c'est vrai que les difficultés sur ce genre de projet, elles sont importantes, mais chaque acteur à son niveau, le chef de cuisine, le gestionnaire, la personne qui rédige les marchés publics, l'agriculteur, chacun dispose d'un espace de liberté au sein duquel il peut arriver à modifier ses pratiques. Et là, on est dans le cœur du réseau de gouvernance alimentaire local. C'est cette capacité à s'interroger sur ces pratiques par rapport à l'objectif commun qui est d'introduire des produits agricoles locaux en restauration scolaire. La question qu'on se pose aujourd'hui, elle est sur cet axe-là d'accompagnement. On a effectivement sur nos territoires des céréales, des légumineuses, des légumes, etc. Une production végétale qui est riche. Alors avec les légumes, quelques problèmes de saisonnalité par rapport à la restauration scolaire, parce qu'on arrive plutôt vers l'été, donc on n'arrive pas à offrir un panel, si on reste sur le département, complet de légumes. Et à côté de ça, on a également un élevage bovin de montagne. Et quand je parle d'élevage bovin, je parle d'élevage, je ne parle pas d'industrie. C'est-à-dire qu'on est avec des élevages qui sont en système alimentaire autonome, sur des systèmes extensifs. Et toute la question, c'était de se dire, comment valoriser ces élevages-là? Peut-être par la question en se disant, d'accord, on introduit de la viande, mieux de viande, mais moins de viande, à partir d'élevage durable. Et la réflexion qui s'est posée, c'est de se dire comment on agit sur la complémentarité entre protéines animales et protéines végétales. Alors, bien sûr, il y a tous les aspects nutritionnels, environnementaux, etc., mais il y a également l'aspect économique. L'introduction de protéines végétales pouvant même également apporter un appui économique à la viabilité d'exploitation d'élevage qu'on a sur nos montagnes. Donc c'est dans ce cadre-là, alors sachant que la question est quand même complexe, alterner de la protéine animale, protéine végétale, c'est pas simple, ça pose tout un questionnement. Il faut que ce soit également une cuisine qui soit plaisante et accessible aux convives, parce qu'en dernier ressort, celui qui va juger, c'est l'ado dans son lycée, au collège, ou l'enfant en école primaire, qui acceptera ou n'acceptera pas l'offre qu'on va lui faire. Ça pose la question sur les outils qu'on met en place, les pratiques alternatives à mettre en place, la communication à mettre en place, quelle pédagogie, etc. etc. Donc c'est évident que c'est une question complexe et qui nécessite une approche pluridisciplinaire et des regards croisés. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a ce premier moment d'échange, qui est cette rencontre-débat avec les experts que vous avez sur cette table-là. On prévoit ensuite, par la suite, une deuxième étape en 2017, qui est un acte de formation. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Avant de présenter Philippe Courbon et lui laisser la parole, j'aimerais quand même faire immédiatement des remerciements, parce que généralement on les fait à la fin, mais dans l'urgence, et je préfère les faire maintenant. Donc je tenais à remercier, le lycée agricole de Carmejeanne, son chef de cuisine et son équipe, avec le chef Montagard qui est à côté, qui se sont investis sur la préparation du buffet, du menu alternatif que vous allez avoir vers 13h. Alors un grand merci à eux, parce qu'en même temps qu'ils préparaient le buffet, il y avait quand même le service à assurer. Donc je tenais à les remercier de vive voix et dès le démarrage de la rencontre.
Deuxième remerciement, c'est également à l'équipe de l'unité de préparation culinaire pour l'appui logistique qu'ils nous ont apporté, et notamment à Laurent Le Bailly, sur tous les aspects logistiques concernant la préparation de ce buffet. Alors, je disais regard croisé, approche pluridisciplinaire. Je vais laisser la place à Philippe Courbon, que je vais rapidement présenter. Donc, Philippe Courbon est éducateur de santé, nutritionniste, conférencier, formateur. Il sillonne la France, notamment avec une conférence « Manger autrement, pourquoi, comment ». C'est quelqu'un qui est connu sur le territoire parce qu'il a coordonné participé ou initié plusieurs manifestations autour de l'alimentation, notamment sur notre territoire en octobre 2012, les rencontres de l'alimentation avec le succès qu'il a connu sur ces rencontres. En octobre 2013, les rencontres du fil de l'alimentation. Aujourd'hui, c'est en tant que consultant et qu'animateur qu'il est venu nous aider à organiser et à réunir le panel d'experts que vous avez autour de la table et qui ont répondu à notre invitation. Et je tenais à les remercier de leur présence aujourd'hui. Maintenant, je vais lui laisser la place et c'est en tant qu'animateur qu'il va intervenir, animateur de cette table ronde. Et ce qui nous a intéressé, c'est que c'est véritablement qu'il y ait quelqu'un qui agit en tant que metteur en perspective. Qui aime faire dialoguer des approches transversales, les faire dialoguer, les faire se rencontrer. Donc je laisse la place à Philippe Courbon pour l'animation de cette table ronde et ensuite pour animer le débat qui va suivre. Je vous remercie. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, une très cordiale bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Le sujet paraît simple, mais comme toute simplicité dans ce monde, il est complexe, parce qu'il a des angles d'approche et des déplacements de curseurs qui sont à géométrie variable, suivant qu'on aborde les choses sur le plan nutritionnel, environnemental, relationnel, sociétal, climatologique, voire philosophique aussi. Et je ne doute pas que dans la pluralité d'un public tel que nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui, il peut y avoir certaines personnes qui viennent un peu dubitatives, d'autres se demandant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir apprendre qu'on ne sache déjà, d'autres peut-être avec des engagements déjà très marqués dans tel ou tel domaine. Et je voudrais, dans une disponibilité d'accueil et d'une grande fluidité intellectuelle et relationnelle autour de cette table ronde, vous dire que chacune et chacun est les bienvenus, quelles que puissent être ses positions s'il en a, parce que l'être humain ne peut changer qu'à partir du moment où il se redimensionne. Et pour se redimensionner, il faut aller à la rencontre les uns des autres. Et pour cela, il faut pouvoir enrichir un bagage de connaissances. Et je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de changement de comportement individuel ou sociétal s'il n'y a pas une compréhension du pourquoi et du comment. Et c'est la raison pour laquelle je remercie le pays, Madame Carl et puis Monsieur Adamaldine pour la confiance qu'ils me témoignent de coordonner et d'animer cette table ronde. Je suis rejoint et j'accueille en votre nom à tous donc le docteur Jean-Michel Le Cerf à ma gauche, à votre droite, et qui est chef du service nutrition à l'Institut Pasteur, qui est médecin spécialisé en maladies métaboliques et en endocrinologie, à qui on doit, depuis 1986, la mise en place, j'en dirai 2 mots avant son intervention dans un instant, des menus alternatifs. Également à sa gauche, Madame Valérie Hatt, qui est psychosociologue et qui a plusieurs mandats, mais notamment auprès du Centre Edgar Morin, puisqu'elle est rattachée au groupe alimentation du Centre Edgar Morin, tout en ayant été chargée de rapport par différents ministères, notamment sur le rapport du plaisir à la cantine. Également, à notre gauche, Claude Aubert, ingénieur agronome, fondateur de Terre Vivante, écrivain, on va dire, j'ose dire, pionnier de l'agriculture biologique, parce qu'il était là dans les années 70 et avec Nature et Progrès. Et nous nous sommes connus lorsque j'avais 25 ans, ça fait un petit moment, avec Vie Naturelle, donc merci à vous 3 d'être là. Sur ma droite, Madame Aurélie Mansart-Benazet, diététicienne et nutritionniste, présidente d'un collectif de formateurs qui s'appelle Les Pieds dans le Plat, ça ne s'invente pas, vous voyez, qui est un collectif de formation plus spécifiquement en restauration bio, mais qui aujourd'hui va se cadrer sur l'angle de notre manifestation autour des protéines animales, des protéines végétales.
Jean Montagard, avec qui je remémorais ce matin une célèbre table ronde que nous avions tenue un peu semblable à celle-ci en 93, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Jean-Michel était là également, autour de son livre, dont je vous dirai deux mots tout à l'heure, qui est professeur honoraire au lycée Paul Augier à Nice et qui a été, vous savez, cet établissement, le premier à mettre en place, il vous en dira quelques mots, si je m'abuse, en 1983 ou 86, des menus végétariens. Et puis nous accueillons aussi Ghislain Cariou, donc, qui est cuisinier auprès du lycée de Carme-Jeanne, donc lycée agricole de notre département, et qui, nous le dira-t-il, nous fera un retour d'expérience très impliqué sur ces approches de menus alternatifs. Alors vous vous en doutez, dès qu'on parle restauration scolaire, on évoque beaucoup de données parce que on parle d'une pluralité. La restauration scolaire en département rural comme les Alpes-de-Haute-Provence, elle n'est peut-être pas tout à fait la même que dans certains paysages plus urbanisés avec des sociétés d'industrialisation qui fournissent les repas. Ça questionne la question de savoir si la restauration scolaire est une prestation hôtelière ou si elle engage une responsabilité publique des commandeurs. Elle pose la question d'aménagement du territoire, d'approvisionnement, des circuits, de fabrication, de distribution, de manufacturation. Elle pose la question de l'exemplarité, et là j'emploie un terme que je reprends du Conseil économique et social en 2003 dans ses travaux sur la prévention, et qui évoquait que les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements scolaires en France étaient singulièrement, alors ne le prenez pas ici pour le département parce qu'on est un territoire d'exception, mais partout ailleurs en France, il soulignait le manque un peu d'exemplarité. Après, sur le cadre sociétal, quand on évoque les questions des protéines animales et végétales, ben c'est une vieille histoire parce que ces pauvres protéines, depuis l'industrialisation et notre vie moderne, prétendument moderne en tout cas, elles se font un peu la compétition, c'est-à-dire que je parle sous le contrôle du docteur Le Cerf qui corrigera si je dis une bêtise, mais de mémoire, en un siècle, on a dû multiplier notre rapport de consommation à la viande globalement par 5, un tout petit peu moins, peut-être 4,8 exactement, et on a par contre diminué la consommation des légumineuses par 10. Et pour autant, il y a toute une partie du monde, dans toutes les civilisations, qui ont trouvé, et depuis bien longtemps et depuis des millénaires, un équilibre alimentaire basé sur des protéines végétales. Alors ceci étant, il ne faut pas les opposer, et comme a dit M. Alameldine, on peut faire de l'ouverture alimentaire en étant dans une diversité qui effectivement associe ces différents modes de protéines. Les approches, comme je l'ai dit, ben, effectivement, elles sont plurielles. C'est pour ça qu'il nous faut un regard croisé. Je remercie chacun de se prêter à cet exercice de style, toujours un peu singulier, parce qu'il faut à la fois tenir un temps, essayer d'apporter une réflexion de fond, et puis une mise en débat. Alors la règle du jeu que je vais vous proposer est la suivante. Mes invités, j'allais dire s'ils sont soumis, mais l'ont accepté plus précisément, avec sourire, c'est de pouvoir avoir chacune une intervention de 10-15 minutes, on va dire 15 minutes maximum. Moi-même, je servirai un peu de liant pour présenter et faire les liens si c'est nécessaire. Ce ne seront pas les mêmes liants que vous utilisez en cuisine, mais j'espère qu'ils seront gustatifs et intéressants pour vous qui nous faites l'honneur d'être là. Et puis, dans un deuxième temps, je proposerai que si tel ou tel des intervenants a besoin d'appuyer un point ou de se faire confirmer par un autre intervenant tel ou tel point, il puisse le faire. Et puis ensuite, nous mettrons directement en question-débat avec vous, la salle. Et j'attire votre attention sur le fait que sur une chaise, que je ne vois pas trop d'ici, mais que vous devez avoir sur votre gauche, se situent des feuilles de papier. Donc si par hasard vous aviez besoin de prendre des notes, ou plus encore, parce qu'on va être un peu ça va être un peu en mode rapide, vous voyez, pendant 1h30, là, je ne doute pas de votre attention, mais du coup, vous pouvez avoir des questions qui vont survenir après telle ou telle intervention, et on ne va pas les prendre après chacune intervention, parce que sinon, on n'arriverait pas à clore. Et il nous a paru préférable de prendre des questions une fois que tout le monde est intervenu. Donc, n'hésitez pas à prendre des feuilles de papier pour bien avoir en mémoire vos questions, les poser oralement, et si pour X raison, vous étiez en inconfort par rapport au fait
d'intervenir oralement, vous pouvez aussi transmettre cette feuille de papier à l'une des personnes du pays qui nous assiste aujourd'hui pour me les transmettre. Voilà un petit peu l'enjeu qui se présente devant nous. J'en ai déjà beaucoup dit, et figurez-vous qu'il m'arrive une chose incroyable, c'est que ma montre s'est arrêtée. Donc c'est à la fois une chance et un risque énorme pour ceux qui me connaissent, mais on va cadrer quand même.